Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement national dont Marine Le Pen est la candidate. Depuis aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc officiellement candidat. Vous boxiez dans le vide en quelque sorte jusqu'à présent. Vous avez désormais un adversaire. On va revenir évidemment sur la manière dont cette campagne va se passer et si vous estimez qu'il descend suffisamment dans l'arène. Mais la guerre en Ukraine, bien sûr, qui monte encore d'un cran avec cette nuit des bombardements d'une centrale nucléaire dans le sud du pays. Le pire est à venir, voilà ce que dit Emmanuel Macron. Et ces dernières conversations avec Vladimir Poutine laissent entendre qu'il est de plus en plus brutal et difficilement contrôlable. Dans vos liens affichés avec Vladimir Poutine, vous vous êtes trompé. Est-ce que vous n'avez pas, au fond, choisi le mauvais camp ? Non, madame, moi j'entends cette petite musique qui alimente un peu le bruit de fond des interviews depuis plusieurs jours. Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle. Pour la 3e fois, nous comptons remporter cette élection présidentielle. Elle a été amenée au cours de ces 10 dernières années à rencontrer plusieurs dirigeants politiques. La Russie, qu'on le veuille ou non, est une puissance mondiale. Ça peut être à la fois un concurrent, un adversaire, un partenaire. C'est aujourd'hui un pays qui a commis une agression, une faute très lourde qu'il nous faut condamner avec la plus grande fermeté. Mais je veux dire, le premier chef d'État reçu par Emmanuel Macron lorsqu'il est élu, c'est Vladimir Poutine. Et à l'époque, Emmanuel Macron parle d'une amitié entre le peuple français, le peuple russe. Monsieur Le Drian rencontre Monsieur Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères durant l'été 2017, et il dit que la Russie doit être un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Donc on s'est tous trompés, lui comme vous. Mais la question n'est pas est-ce qu'on s'est trompé ou non. Je veux dire, la géopolitique, c'est soit la diplomatie, soit la guerre. Nous n'entendons pas faire la guerre à la Russie. La Russie est une puissance nucléaire, la France est une puissance nucléaire. Et évidemment que si deux puissances nucléaires s'affrontent, alors c'est la destruction mutuelle. Donc je pense que nous devons continuer de faire pression de manière diplomatique sur la Russie. Moi, je n'entends pas saboter le travail du président de la République, même si on va avoir un débat avec le candidat Emmanuel Macron. Il a eu raison. Il a raison de le faire. Et nous souhaitons qu'il aille plus loin en organisant sous l'égide de l'ONU une grande conférence internationale entre à la fois les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, les pays frontaliers de l'Ukraine, je pense notamment à la Roumanie, à la Slovaquie, même également à la Hongrie, y compris aussi à l'Allemagne. Il faut que les puissances européennes puissent se parler, se mettre autour de la table. Mais je veux juste dire par là que le rôle de la France est d'être une puissance libre, autonome, indépendante, à la fois vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis du commandement intégré de l'OTAN, qui a quand même, et je reprends d'ailleurs les déclarations du général Desportes, qui est l'ancien haut responsable du ministère de la Défense, contribué à aggraver les tensions dans cette région depuis maintenant 20 ans. Vous insistez sur l'indépendance et la liberté de la France, mais on le voit bien, en effet, la réponse, elle est certes par la voix d'Emmanuel Macron qui continue à parler ou à tenter de parler avec Vladimir Poutine, mais c'est aussi en tant que président de l'Union européenne, en exercice. Est-ce que le fait que l'Europe se soit mobilisée, qu'elle ait été capable de se coordonner sur l'envoi des armes, qu'elle ait été capable de se coordonner sur l'accueil des réfugiés, on y reviendra, est-ce que sur tout cela, vous vous dites au fond, heureusement que l'Europe est là ? Non, je me dis pas heureusement que l'Europe est là. Je pense que envoyer des armes, comme l'a décidé la présidente de la Commission européenne, relève de la compétence des États et des parlements nationaux. La Commission européenne n'a pas à jouer le rôle de va-t-en-guerre. Le chef des armées en France, c'est pas Madame von der Leyen, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Donc c'est à lui, je dirais, et à lui seul, après concertation avec le Parlement. Juste, quand même, j'aimerais dire une chose, la France n'est pas en guerre. La France n'est pas en guerre. Donc cette situation, non, il a raison, il l'a souligné, il a eu raison. Mais je veux dire par là que les Français ne doivent pas être privés durant ces 37 prochains jours, 37 me semble-t-il, qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle, d'un débat sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur nos institutions. Et j'aimerais dire par là que qu'on prenne des sanctions à l'égard de la Russie. Très bien. Mais je dis juste attention. Attention à ce que sanctionner la Russie, et je reprends les termes d'un de vos éditorialistes, M. Dawes, que j'ai écouté l'autre jour, qui disait attention à ce que sanctionner la Russie ne revienne pas à se sanctionner soi-même. On sait que des sanctions économiques prises n'importe comment contre la Russie pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour le pouvoir d'achat des Français, et notamment en termes d'explosion de la facture d'énergie et des carburants. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'avais la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui était mon invitée sur RMC, qui représente les agriculteurs. Et elle disait, oui, il va y avoir des conséquences. Il faudra par exemple que les consommateurs payent peut-être plus cher leur alimentation, mais c'est un effort
de guerre, est-ce qu'au fond, il ne faut pas parfois, oui, devoir faire quelques sacrifices sur notre propre économie, mais parce que les enjeux sont importants? Mais madame, les Français, ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices. Donc ça suffit. Et quand Tant je pis pour vois les que Ukrainiens. nous vivons dans un pays aujourd'hui, et c'est le bilan d'Emmanuel Macron, des retraités vivent avec 8 euros par jour, où des Français n'arrivent plus à faire le plein complet de leur voiture parce que le prix de l'essence est à 2 euros le litre et qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à vivre comme ils le souhaitent parce que le reste à charge est trop important. Je me dis que la priorité des priorités, à partir du moment où la France n'est pas elle-même en guerre, doit être de protéger aussi le pouvoir d'achat des Français. Je veux dire, les sanctions, on a quand même un peu de recul. Il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie depuis 2014. Elles ont eu un double effet. Elles ont effondré les exportations de nos agriculteurs. On a perdu 14% d'exportations agricoles au niveau européen vis-à-vis des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et surtout, elles n'ont servi à rien dans la mesure où elles ont permis à la Russie de renforcer son autonomie stratégique et de devenir le premier exportateur de blé mondial. Si je vous suis, Jordan Bardella, ça veut dire que donc on ne prend pas de sanctions, ou en tout cas pas celle-là, on n'envoie pas d'armes. On fait quoi? Non, je dis qu'il peut y avoir des sanctions, mais des sanctions ciblées, chirurgicales. Il y a des sanctions contre des établissements bancaires, contre des proches du pouvoir russe qui peuvent être pris. Je n'ai pas de débat là-dessus. Mais je dis juste que, attention, parce que une grande partie du gaz qui est importé sur le sol européen, 40% du gaz, 55% pour l'Allemagne, provient directement de la Russie et que, évidemment, des rétorsions russes que l'Union soviétique n'avait même pas souhaité couper du temps de la guerre froide auraient des conséquences dramatiques. Pardon de penser au pouvoir d'achat des Français. Vous savez que Marine Le Pen en a fait un axe très fort de sa campagne parce que je pense que le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure des Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler la fin du mois. Et nous demandons au gouvernement, et nous le ferons si Marine Le Pen est élue présidente le 24 avril, le 25 au matin, c'est dès maintenant de décréter l'énergie comme produit de première nécessité et de baisser la TVA de 20% à 5,5 sur le carburant et l'ensemble des produits énergétiques. Tout de suite. Parce que si vous voulez, il en faut urgence là maintenant, tout de suite, parce qu'il ne faut pas que l'État, compte tenu en plus de cette crise, vienne se gaver avec des recettes fiscales qui viendraient augmenter sur le dos de la crise ukrainienne. Je vous donne un exemple concret. Sur l'essence, c'est 60% de taxes. C'est délirant. Il y a plus de fiscalité sur ce produit-là que de produit lui-même. Donc on propose une baisse de la TVA de 20% à 5,5, ce qui fait concrètement que lorsque vous faites un plein de 40 litres, vous gagnez 8 euros. Mais ces 8 euros que vous gagnez par plein, quasiment un plein par semaine, c'est-à-dire multiplié par 4 dans le mois, plus une baisse de la TVA également sur l'électricité, le gaz, le fuel, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces matières premières pour se chauffer. Le plan de résilience qu'a annoncé Emmanuel Macron, qui va être détaillé, mais on n'a pas encore complètement les détails. Pour vous, c'est ça, par exemple ? Mais si vous voulez, on pourra distribuer des aides, mais les Français aujourd'hui veulent pouvoir vivre de leur travail. Et ils ne conçoivent pas que, en même temps, le gouvernement vienne leur casser la jambe fiscalement sur l'énergie, le gaz, l'électricité, le fuel, le carburant, et en même temps vienne leur offrir une béquille, un spéculoos, un chèque de 100 ou 200 euros à la fin du mois pour essayer de compenser tout ou partie de cette augmentation, y compris sur le blocage des prix d'ailleurs. Le blocage, il est temporaire, et le blocage des prix, c'est un blocage au moment T, mais il ne permet pas de compenser. Par exemple, sur le gaz, depuis un an, le gaz a augmenté de 40%, ce qui fait que vous aviez une facture à peu près de gaz pour un ménage français qui était annuellement de 800 euros. Avec l'augmentation des 40%, on est passé à 1200 euros. Quand vous avez un chèque énergie de 100 ou 200 euros, comment voulez-vous que les Français arrivent à s'en sortir ou arrivent à compenser ces hausses ? Les Français sont à bout et je pense que le pouvoir d'achat, protéger en tout cas le pouvoir d'achat, doit être une priorité. Pardon d'y penser, mais j'ai le sentiment que dans cette crise, on est un peu les seuls à penser aux conséquences des sanctions sur les ménages et les familles françaises. Vous reparliez à l'instant des sanctions, elles ont été prises au niveau européen. Je voudrais quand même qu'on revienne d'un mot sur l'OTAN. C'est dans le cadre de l'OTAN aussi que s'organise la réponse, la défense. On a vu que Charles de Gaulle, notre porte-avions, était en direction de la Roumanie pour pouvoir apporter un soutien effectif à la Roumanie. Est-ce que vous voulez toujours, dans le contexte actuel, quitter le commandement intégré de l'OTAN ? Oui, parce que je pense que pour que la France, y compris lorsque Emmanuel Macron s'adresse à Vladimir Poutine, est une voix entendue et respectée, il faut qu'elle soit perçue comme totalement indépendante. Or, dans l'OTAN, les patrons, ce sont les Américains. Voilà. Il y avait eu souvenez-vous, ça avait été déclassifié depuis, au début des années 90, il y a un tacite accord oral qui est passé entre Gorbatchev et le secrétaire d'État américain qui vise à dire l'OTAN n'ira pas s'élargir au-delà de ses limites actuelles. Je me rappelle que M. Mitterrand, M. Kohl étaient à l'origine défavorables à ce qu'on élargisse l'OTAN. Or, depuis la fin des années 90, l'élargissement de l'OTAN a accru les tensions dans la région. Qu'au fond, on aurait provoqué Poutine. Je ne dis pas qu'on a provoqué, mais je dis que
on assiste pour reprendre la phrase d'Aron, on assiste au retour du tragique de l'histoire. Mais il y a quand même des antécédents. Et je veux dire, ce conflit, il est complexe. Il faut comprendre sa complexité. L'agresseur, c'est Poutine. L'agressé, c'est l'Ukraine. Mais il faut comprendre comment est-ce qu'on en arrive à un point de non-retour et un point de tension. Et de ce point de vue-là, y compris d'ailleurs le général Desportes, qui travaille au ministère de la Défense, le dit lui-même, l'OTAN a accru les tensions dans la région. Souvenez-vous, quand début des années 60, 1962, on a la crise des missiles à Cuba pendant la guerre froide. Les soviétiques placent des missiles à Cuba, c'est-à-dire sur l'île d'en face des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis refusent cette installation d'armes nucléaires à l'entrée de leur territoire. Donc, je veux dire, il faut juste que la France porte la voie de la paix, de la désescalade, mais qu'on regarde aussi ce conflit dans sa complexité. Je pense que l'histoire n'est pas binaire et qu'elle est complexe. Quand le général de Gaulle, et vous vous référez souvent à cette décision du général de Gaulle, quand le général de Gaulle a décidé de sortir du commandement intégré de l'OTAN, à l'époque, il l'a justifié avec ces mots, je le cite, il expliquait que l'Occident ne se trouvait plus menacé comme il l'avait été quand le protectorat américain avait été installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, l'Occident n'est plus menacé? Mais si vous voulez, l'OTAN, dans sa forme actuelle depuis 30 ans, sous-entend qu'on était encore en guerre froide contre la Russie. Nous avons toujours exprimé la volonté d'avoir un dialogue avec la Russie. Là, et vous vous souvenez d'ailleurs, vous me parlez du général de Gaulle. Non mais d'accord, mais... on n'est même plus dans la guerre froide, on est dans une guerre active. Oui d'accord, mais vous vous souvenez ce que disait le général de Gaulle? Il disait le dialogue avec la Russie est un impératif de l'histoire, de la géographie et du bon sens. Donc je pense que depuis maintenant 30 ans, 20 ans, depuis l'effondrement du bloc soviétique, on a perdu une occasion d'ouvrir une relation équilibrée, apaisée avec la Russie. Maintenant, moi, je n'ai aucune ambiguïté. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque de Vladimir Poutine que personne n'avait vu venir. Pardon. Que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, y compris d'ailleurs le président ukrainien avait lui-même indiqué qu'il ne pensait pas que Vladimir Poutine irait jusqu'à franchir une ligne rouge. Jusqu'où va-t-il aller? Je n'en sais rien. Donc, il faut maintenir des liens diplomatiques avec la Russie. Je pense qu'il ne faut surtout pas retirer notre personnel diplomatique là-bas, parce que je pense que c'est justement le rôle de la France. Là, pour le coup, vous ne parlez pas de l'Ukraine. Exactement. Que d'appeler et d'inciter à cette désescalade. Vous diriez toujours que Vladimir Poutine n'est pas un dictateur? C'est un dirigeant autoritaire. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas appeler un chat un chat? C'est un dictateur? Il est dans une... Non, mais moi, je me livrerai pas à un jeu d'insultes ou d'injures avec la Russie, factuel, avec l'Ukraine, où les uns s'insultent de nazis, les autres de dictateurs. Quand Joe Biden dit de Vladimir Poutine qu'il est un dictateur, vous estimez que c'est une insulte? Je pense que ça participe en tout cas... Comme M. Le Maire d'ailleurs dit, le maire dit guerre totale, mais c'est irresponsable. Quand Jean-Yves Le Drian dit c'est irresponsable. Il s'agit d'un dictateur, c'est de l'insulte. C'est irresponsable. Et notez bien qu'Emmanuel Macron n'a pas utilisé ces termes et qu'il a été beaucoup plus mesuré et beaucoup plus responsable dans cette affaire. Donc Vladimir Poutine est un dirigeant autoritaire dont la démocratie prétendue dans une forme de zone grise. C'est-à-dire qu'en même temps, des manifestations ont lieu contre sa réforme des retraites organisée par les nationalistes et les communistes en 2018, et en même temps, l'opposition libérale n'a pas toujours la possibilité de se présenter. Donc c'est éminemment... Et il y a même de moins en moins de possibilités d'informer librement, puisqu'on l'a appris cette nuit, les journalistes russes n'ont plus le droit de rendre compte de manière indépendante de la guerre en Ukraine, sous peine de 15 ans d'emprisonnement. La Russie qui a bloqué Twitter, Facebook, la BBC, et on l'apprend à l'instant, les députés russes adoptent un texte qui punit de prison les désinformations mensongères sur l'armée. Ils devront donc décider de ce qui est mensonger ou pas. Mais... n'utilisons pas, vous avez raison, et n'utilisons pas les méthodes de ces pays-là dans nos démocraties qui sont des démocraties matures. Je le dis de la manière la plus claire qui soit. Quand je vois vous n'auriez pas empêché RT, par exemple, exactement, Russia Today, il y a des médias d'émettre, qui sont des médias d'influence russe en France, je pense à RT ou à Sputnik. Je veux dire, dans des démocraties matures comme les autres, n'utilisons pas les méthodes de censure qui sont utilisées ailleurs, que nous combattons ailleurs et que nous dénonçons ailleurs, parce que je pense que sur ces chaînes, il y a certains de vos confrères qui font un travail objectif et qui n'ont pas lieu d'être sanctionnés au même titre que ce que nous dénonçons dans des pays étrangers. La question des réfugiés, 1 million d'Ukrainiens qui sont sur les routes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre largement les portes? Il faudrait ne pas avoir de cœur pour ne pas être solidaire de familles européennes qui sont aujourd'hui sous les bombes. Moi, vous connaissez nos positions de fermeté en matière d'immigration.
Vous savez que nous dénonçons depuis plusieurs années le détournement du droit d'asile qui est devenu aujourd'hui une filière d'immigration à part entière où tout le monde rentre dans notre pays. Et en fait, que vous répondiez aux critères de l'asile et de la Convention de Genève ou non, de toute manière, vous restez sur le territoire français. En revanche, je me sens beaucoup plus proche de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui s'est passé en Syrie ou en Libye, où l'accueil... Ça veut dire quoi, plus proche ? Ça veut dire que l'accueil de gens qui fuyaient les conflits en Syrie ou en Libye pourrait et aurait pu parfaitement se faire dans des pays arabes, c'est-à-dire dans des pays qui sont géographiquement, culturellement, historiquement beaucoup plus proches de ces conflits-là et de ces pays-là. En revanche, quand il y a des familles qui sont aujourd'hui sous les bombes, qui fuient la guerre, dont les maris sont aujourd'hui en train de combattre dans l'armée ukrainienne, eh bien, je pense qu'elles peuvent être accueillies dignement, dans le strict respect du droit d'asile et le temps du conflit, par les nations européennes. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a certains maires du Rassemblement national qui ont pris des initiatives, et notamment Louis Alliot à Perpignan, je vais qui quand est même en vous poser Pologne la question, aujourd'hui. parce que spontanément, vous avez dit des familles européennes. Et ensuite, vous avez insisté en disant « je me sens plus proche d'eux ». Bien sûr. Est-ce que, on va mettre plein de guillemets pour tous ceux qui nous écoutent aussi à la radio, je le dis bien, mais en fait, ce qu'on entend, c'est que l'immigration blanche, ok, l'immigration arabe, non. Non, mais il ne s'agit pas d'immigration, madame. Il s'agit simplement du droit d'asile. Le droit d'asile, si vous répondez à des critères bien spécifiques qui visent à dire que vous êtes persécuté dans votre pays en fonction d'opinions politiques, dans le cadre d'un conflit, eh bien, vous répondez aux critères de la procédure d'asile, ce qu'on appelle la Convention de Genève, et vous êtes accueilli et protégé le temps du conflit. Donc, non, mais vous avez vu les gens qui ont tenté de fuir l'Afghanistan ? C'est pareil. Mais c'est pas le sujet. Si. Madame, l'Afghanistan était-elle en guerre ? Ah oui, il était en guerre. Non. Ah, c'est une guerre interne. Contre quel État ? D'accord. Non, mais c'était pas donc c'est une. Ils n'étaient pas menacés. Leur vie n'était pas menacée chez eux. Non, mais ils n'étaient pas en guerre. Les femmes afghanes ne sont pas menacées chez eux. Peut-être, mais ils n'étaient pas en guerre. Si en Afghanistan. Là, vous chipotez un peu. Non, je ne chipote pas, madame. Le droit d'asile, ça répond à des critères stricts. Nous accueillons d'ailleurs, et avons accueilli d'ailleurs, je crois, 10 000 Afghans l'an dernier. Mais je pense qu'on devrait décréter un moratoire sur toutes les autres formes d'immigration et peut-être privilégier. Là, le temps du conflit, l'accueil de familles ukrainiennes. Encore une fois, moi, j'ai du mal à ne pas me sentir solidaire de familles européennes qui sont aujourd'hui sous les bombes, et je m'en sens effectivement beaucoup plus proche que des conflits en Afghanistan, en Syrie ou en Libye qui peuvent se régler au sein du monde arabo-musulman. Jordan Bardella, Emmanuel Macron, il finit sa lettre avec ces mots. Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Est-ce que ça, vous comprenez ? Non, parce qu'il a attendu le dernier jour légal pour déclarer sa candidature. En vérité, Emmanuel Macron ne veut pas une élection présidentielle, il veut une nomination. Voilà, il veut une nomination par tacite reconduction. C'est un peu comme le contrat, c'est un peu comme votre abonnement téléphonique. C'est-à-dire que si vous vous désabonnez pas, il y a une tacite reconduction. C'est ça qu'il veut Emmanuel Macron. Il refuse le débat. Il refuse le débat parce que venir devant les Français, assumer son débat, c'est venir assumer l'état de notre pays aujourd'hui. C'est venir assumer un pays où des retraités vivent avec 8 € par jour, où il y a dans notre pays une agression gratuite toutes les 44 secondes, où il n'y a plus un seul endroit en France où les Français se sentent protégés de l'explosion de la violence ou de l'explosion des cambriolages. C'est assumer un pays où il y a eu l'an dernier un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer parce qu'il n'en avait pas les moyens et que la crise du pouvoir d'achat est majeure aujourd'hui, parce qu'il a créé beaucoup de tensions, beaucoup de violence dans la société française, et je regrette aujourd'hui qu'il se dissimule. Il se dissimule depuis maintenant. Il se planque. C'est-à-dire, l'événement, la crise en Ukraine, qui est gravissime, c'est une semaine, ça fait une semaine que le conflit a démarré. Il a attendu le dernier jour, en réalité, pour démarrer sa campagne. En vérité, 5 ans d'Emmanuel Macron, ça a été 5 ans pour rien. Ça a été 5 ans pour rien. Et donc, il est urgent aujourd'hui que les Français reprennent possession de leur pays. Je pense que Marine Le Pen, aujourd'hui, a un projet solide, puissant, réfléchi, qu'elle est en capacité de rassurer, de rassembler une majorité de Français, à la fois de rétablir l'autorité de l'État, de rendre du pouvoir d'achat aux Français et surtout de leur redonner la fierté d'eux-mêmes et la fierté de leur pays. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, c'est une expression qu'a eue Nicolas Dupont-Aignan ce matin à mon micro sur RMC, qui dit qu'il y a une forme de manipulation par la peur ? Non, je ne fais pas de la psychologie de comptoir, mais il y a en tout cas une volonté de ne pas débattre, une volonté de rester un peu hors de la mêlée. Mais Emmanuel Macron a durant son mandat, en tout cas, beaucoup manqué de respect aux institutions. Il a beaucoup manqué de respect au peuple français. Je vous rappelle ces phrases. Les gares sont le croisement de gens qui réussissent et de gens qui ne sont rien. Il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Il parlait des Gaulois réfractaires et il a une approche extrêmement brutale des Français. Donc moi, la question que je me pose maintenant à 38 jours de l'élection présidentielle, c'est est-ce que les Français vont enfin se choisir un président qui les aime et qui les respecte ?
Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit quand même, j'ai envie. Ça a été toutes les annonces, les slogans. Oui, J'ai envie. Je vous demande ma confiance. Mais ça, Voilà. c'est des mots. Mais ça, c'est pas une question d'amour. Enfin, pardon. Moi-même, Si, je suis madame. un peu étonnée par votre phrase parce que c'est pas une question d'amour, si. C'est en tout cas un constat de désamour entre lui et les Français. Je veux dire, toutes les crises que nous avons vécues depuis 5 ans, c'est lui qui les a suscitées. Les gilets jaunes, c'est lui qui les a suscités par le mépris, l'arrogance, la brutalité Il les a qu'il a pas exprimée subis, à il l'égard les a des Français. Non, suscités. C'est ça ce que vous il nous les dites. a suscités. La mobilisation contre sa propre réforme des retraites qui était extrêmement brutale et sur laquelle il est revenu ensuite, c'est lui qui l'a suscité. L'effondrement de l'hôpital public, lui qui depuis 2013, avant il était ministre de l'économie, a supprimé 27 000 lits à l'hôpital, c'est lui qui l'a suscité. La non-réponse face à l'explosion de la violence sur tout le territoire, c'est lui qui l'a suscité. Et on voit d'ailleurs dans sa lettre que Macron renie Macron. Je veux dire, il y a 5 ans, c'était il n'y a pas de culture française. On est tous citoyens du monde. Il faut déconstruire l'histoire de France. Là, aujourd'hui, je suis attaché à l'art millénaire. Donc, en vérité, c'est un funambule qui marche sur du vide, qui n'a ni conviction, ni consistance, ni solidité. Et je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui, avec Marine Le Pen, je crois, prêts à gouverner. Et les sondages nous disent que nous sommes à quasi-égalité avec Emmanuel Macron, ce qui veut donc dire qu'elle est la seule aujourd'hui Au premier tour. capable, au second tour, capable de battre Emmanuel Macron et Tout d'être est dans élu le, président de la tout est République. dans le quasi, vous Non, le non, savez, en le rolling, démocratie. on est à 46, on est monté à 46 dans le rolling, donc ça veut dire qu'avec les marges d'erreur, elle est à égalité. En tout cas, sur la ligne de départ, elle est celle qui peut très largement et de très loin par rapport à nos concurrents, évidemment, l'emporter. Et La je campagne est veux lancée, en dire tout cas. aux Français que nous sommes prêts. On comprend bien. Jordan Bardella, merci d'avoir Merci à répondu vous. à mes questions. Vous êtes président du Rassemblement national.